c'est une fuite qui tourne court et on croit qu'on va vers un road movie et en fait ça devient un van arrêté, un espèce de huis clos dans la nature, dans la lumière. Can she be late for her Pardonnez-moi d'interrompre un instant la musique, mais nous avons un invité de marque que j'aimerais accueillir comme il se doit. Baya Kasmi est aujourd'hui en ma compagnie. On l'avait reçu il y a 2 ans pour Youssef Salem a du succès. On est donc très heureux de l'accueillir de nouveau pour son nouveau film Mikado. Bonjour Baya, comment vous allez ? Bonjour, ça va très bien. Bon alors, un peu plus de 2 ans se sont donc écoulés entre vos 2 derniers films au cinéma. Je me demandais déjà, pour commencer, c'est quoi le quotidien de Baya Kasmi pendant ces 2 années ? C'était les 2 années les plus chargées, je crois, de ma vie professionnelle, ce qui me ravit parce que c'est un peu un métier où on court après, enfin, on espère toujours travailler et souvent on attend beaucoup des réponses, des sous, des autorisations, en fait, de pouvoir vraiment faire notre métier. Et donc là, vraiment, ces 2 ans, j'ai bien bossé, quoi. Ouais, Parce que le film Youssef est sorti. J'ai obtenu, je crois, la même semaine que la sortie, l'avance sur recette pour faire Mikado. Ok. Et j'ai enchaîné la prépa, le tournage dans l'année. Et le temps de le finir, j'ai enchaîné avec une série que j'ai rendue à France Télé il y a un mois, Ouais, juste c'est avant la sortie du film. Le Parfum du Bonheur, c'est ça ? Ouais, exactement. Et qui a Du commencé coup, sa diffusion ça, en Belgique, là, ce week-end. oui, qui a été diffusé en Belgique très très vite comme ça, alors que je venais de le livrer. Ok, et ça va arriver quand sur France Télévisions, ça ? Ça, normalement, c'est pour la rentrée. On espère aller au Festival de La Rochelle. Et puis, en tout cas, la chaîne France 2 a parlé d'une diffusion en octobre, septembre-octobre. Bon, bah donc voilà, 2 ans bien chargés. Alors 2 ans bien chargés. pour votre 3e long métrage de fiction, vous vous intéressez donc à une famille assez marginale. Est-ce que vous pouvez revenir pour nous sur la genèse du film déjà ? Alors, je crois que j'avais le désir de parler de l'enfance, en fait, depuis longtemps. En fait, j'ai écrit pas mal de films qui démarraient toujours avec un enfant qui est un peu dans une famille bizarre, qui est isolé, qui n'arrive pas à communiquer ou à Hmm. connecter avec le reste du monde et qui pourrait être le personnage de Nuage. Et en fait, j'ai travaillé plusieurs projets comme ça, toujours avec une préadolescente au cœur du film. Et puis, parallèlement à ce désir comme ça de traiter de l'adolescence et du moment où on prend son indépendance de sa famille et où on découvre le monde, parallèlement à ça, il se trouve que au cours de ma vie, j'ai rencontré euh, des personnes très proches de moi qui ont vécu des, des enfances un peu comme celle de Mikado et Laetitia dans le film, c'est-à-dire des enfances en lien avec l'aide sociale à l'enfance, la DAS, qu'on appelle l'ASE maintenant, et qui m'ont raconté des histoires, des moments de vie, des difficultés qu'ils ont vécues. Et c'est des choses qui se sont accumulées dans ma tête et à un moment, c'est devenu Mikado. Et c'est vrai que ces personnages aussi de Nuage et Zéphyr qui sont pas déclarés dans le film, vous arrivez à leur rendre ce côté fictionnel hyper réaliste. Je trouve ça assez fort. J'imagine que ça s'est déjà fait beaucoup à l'écriture. Après vos 2 premiers films coécrits avec Michel Leclerc, là c'est le premier que vous écrivez sans lui. Qu'est-ce qui a motivé ce choix ? Alors, j'avais déjà écrit mon court-métrage sans Mm. lui. C'était pas, et j'ai écrit des choses sans lui avant. Mm. Là, il se trouve que c'est tout simplement 2 scénarios qui se sont écrits en parallèle, en fait. C'est-à-dire que j'écrivais avec Michel Leclerc, Youssef Salem, et en même temps, j'écrivais à côté Ok. Mikado. Et c'est vrai que c'était pas une comédie, et j'avais pas envie d'un automatisme, on va dire. Je voulais explorer un petit peu un nouveau ton. Et j'ai l'impression que quand j'écris avec Michel, il me pousse quand même. Enfin, assez naturellement, on va dire qu'on va aller explorer la comédie. Et là, il me semblait qu'il fallait faire autre chose.
Bon, vous êtes pas toute seule quand même pour l'écriture de ce scénario, donc il y a Olivier Non. Adam et Magali et Richard Serrano qui vous ont accompagné pour l'écriture. Comment s'est déroulée du coup cette nouvelle façon entre guillemets du coup de coécrire un film? Alors, moi j'avais coécrit avec plein d'autres gens, Hmm. hein, puisque moi j'ai coécrit aussi avec Thomas Lilti, Ouais, ouais. Olivier Adam, il est venu faire il avait déjà un peu travaillé sur Youssef, il avait fait des consultations. Où il m'avait raconté aussi comment c'était d'être un écrivain, d'être dans la liste du Goncourt. Enfin, on avait déjà un peu travaillé ensemble. Et Magali, c'est quelqu'un avec qui j'ai écrit beaucoup de séries. J'ai même commencé avec elle il y a 20 ans à écrire des séries télé. Et donc ouais, c'était vraiment un peu une aventure amicale au départ avec Magali où on avait envie de réécrire ensemble. Et moi, je savais son amour aussi des films sur l'enfance, des films sur la famille. Et je lui ai parlé un peu de ce projet, de l'envie de parler de l'enfance cassée et de comment ça pouvait se répercuter aussi dans l'éducation, parce que je voulais que on parle de l'enfance des parents et de l'enfance de leurs Hmm. enfants et de comment une enfance cassée chez les parents pouvait continuer à infuser dans la vie des enfants de la deuxième génération. Et ça, je savais que ça l'intéressait, donc on s'est mis à écrire comme ça. On a écrit 1 an ensemble, on a cherché un peu dans tous les sens, et c'est vrai que ça me touche ce que vous dites sur le mélange entre le réalisme et le romanesque, parce que c'est vrai que c'est une idée, le cinéma c'est une croyance, et on a eu avec Magali la croyance qu'on pouvait se lancer dans cette histoire avec l'idée qu'ils ne déclarent pas leurs enfants, qu'il y a une idée romanesque, mais qu'il y a une idée, euh, par contre, qui traverse vraiment la vie des gens qui ont connu la DAS, qui ont connu l'aide sociale à l'enfance. Il y a cette terreur, elle m'a été racontée, quoi. La peur de pas réussir à faire famille, la peur d'être surveillé, la peur qu'on vous dise que vous n'êtes pas un bon parent. Hmm. Les gens qui ont vécu ça, qu'on a enlevé à leur famille et qui sont en quelque sorte, qui se sentent un peu surveillés par l'administration, ils connaissent cette terreur-là. Et nous, on a fait ce petit pas d'aller jusqu'au romanesque et d'imaginer que des jeunes adultes et des enfants et se barrent avec eux et ne les déclarent pas. Et se dire, OK, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Qu'est-ce qui se passe si on a des enfants qui n'existent pas? Et puis Magali a arrêté et là j'ai continué à travailler pendant de longues années encore avec Olivier Adam sur le périple de cette petite famille. Ok, mais donc l'écriture du scénario, elle a commencé il y a combien de temps du coup? En fait, j'ai vendu l'idée à mes producteurs en 2016. Ah ouais. Donc c'est un peu vertigineux parce que j'avais déjà des versions très très abouties. J'avais déjà envoyé mon scénario à l'avance sur recette avant le confinement. Ah ouais, 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 du coup, Voilà, effectivement, et ça remonte. Olivier avait déjà bossé dessus pendant 2 ans. Et puis ensuite, on est reparti. Ensuite, j'ai fait Youssef et on est reparti à nouveau sur 1 an d'écriture. Donc ouais, ça a été très compliqué ce montage et cette écriture. Mais et qu'est-ce qui explique pour vous que bah, Youssef Salem, par exemple, il ait eu beaucoup plus de facilité à se faire que Mikado? Franchement, je sais pas. Je crois que moi, je suis identifiée dans la comédie. Hmm. J'ai pourtant, d'ailleurs, les films de Thomas, c'est des tons assez différents, même s'il y a un peu de comédie aussi. Mais bon, je suis identifiée dans les comédies que j'ai faites et que j'ai coécrit avec Michel, que Michel Leclerc a réalisé. Et je crois que c'est plus facile. En tout cas, on imagine, les gens tout simplement imaginent Ils mettent dans les cases. le ton, les personnages, Hmm. voilà, des comédies politiques, sociales. Ça colle tout de suite quand on sent que c'est réussi. Je pense que les gens, ils ont confiance. Et puis là, Mikado, c'était, ben, moi-même, j'ai expérimenté, je savais pas où j'allais. Et les gens autour de moi, bah, ils se disaient, oh là là, est-ce que c'est une bonne idée qu'elle fasse ça, quoi? Peut-être. Bon, malgré le fait qu'on soit plus dans un drame, il y a quand même quelques moments drôles dans le film. Et dans tous vos films, il y a toujours un lien avec la famille, et notamment à faire Ouais. famille, mais autrement. Est-ce que vous pouvez nous parler de cet élément moteur qu'il y a dans la plupart de vos films? Bah, c'est vrai que je me suis rendu compte après coup qu'il y avait 2 éléments moteurs, c'est-à-dire la famille. Ça, je pense que ça vient de ma vie, hein, que j'ai une famille un peu spéciale, un peu bizarre. En tout cas, je m'en suis rendu compte très jeune que ma famille n'était pas une famille dans les canons des gens qui étaient autour de moi.
qu'on était un peu décalés et la famille prenait beaucoup de place. Et en plus, c'est une famille nombreuse. C'est une famille aussi mixte, avec un père, une mère qui viennent de deux endroits très différents, de cultures très différentes. Donc je crois que, en fait, c'est quelque chose que j'ai beaucoup interrogé tout simplement dans ma vie. Mm. Et puis en plus, je trouve ça m'a toujours beaucoup touchée dans les films des autres aussi. Je m'identifie souvent aux familles et moi-même, j'ai l'impression d'avoir envie de faire famille avec d'autres gens. C'est-à-dire que toutes les rencontres pour moi, les rencontres aussi au cinéma, les rencontres d'amis réalisateurs, de comédiens, d'équipes de cinéma, j'ai toujours, je crois que je suis en recherche de créer des nouvelles familles aussi, Ouais, bah avec c'était un désir de troupe, un désir de... Donc je pense que c'est ma quête principale dans la vie et c'est pas étonnant que ça se retrouve dans les films. bah effectivement, c'était d'ailleurs ma question qui suivait. Finalement, cette haute famille, vous la trouvez au cinéma, comme vous le dites, avec notamment des acteurs et actrices qui reviennent de film en film. Est-ce que vous pouvez nous parler de ces acteurs de cœur, Vima Laponce, Félix Moati et Ramzy Bedia? Bah ouais, c'est vrai, acteur de cœur. Et acteur de cœur et en même temps acteur. C'est à la fois je les connais très bien, je les aime et je ressens quand je pars sur un film leur confiance, c'est-à-dire que le fait qu'ils viennent avec moi, qu'ils me disent on te suit et que on ait travaillé sur des années ensemble parce que bon Félix il se trouve que je l'ai vu grandir et que c'était la Mm. première fois qu'on travaillait ensemble sur Mikado mais je l'ai vu évoluer, je l'ai vu Oui, bah oui. travailler avec Michel Leclerc, avec Thomas Lilti. Et que Vima Laponce et Ramzy, bah, ça fait 15 ans enfin 15 ans pour Vimala et plus de 10 ans pour Ramzy qu'on fait des choses ensemble. Et ça, je sais pas comment dire, c'est une confiance énorme quand qu'ils arrivent, qu'ils aient envie qu'on continue. Et en même temps, j'ai l'impression que justement, le deuxième sujet de mes films, c'est aussi la quête d'identité. L'identité, comment on s'invente, et à chaque fois que je travaille avec eux, j'ai cette sensation qu'on essaye de se réinventer ensemble. Et ça, c'est aussi un grand plaisir. J'essaye de les voir autrement, j'essaye de les regarder autrement, j'essaye de me dire qu'est-ce que je vais leur proposer qui va nous faire tous avancer en fait artistiquement. Mm. Et ça, je trouve ça vraiment beau de chercher autour d'un comédien qu'on aime et de se dire comment je vais écrire un personnage qui va rencontrer des endroits du comédien qu'on l'a pas vu encore explorer. Ouais, bah, je me souviens, on avait d'ailleurs déjà parlé de ça sur Youssef Salem avec Ramzy Ouais, Bedia. Et c'est vrai que ces acteurs-là vous le rendent bien du coup. Et bah, Ramzy, ouais. encore une fois, il est jamais aussi bien filmé que quand c'est vous qui le filmez. Ça je vous le dis. D'ailleurs, Bah, c'est gentil. Ramzy Bedia C'est gentil, qui. c'est l'amour, non? Mais c'est Bah vrai oui. que Non, mais moi, ça se ressent, je hein. crois beaucoup dans le regard, en fait. Enfin, c'est vrai que le cinéaste, en gros, le métier se résume à avoir un regard sur des personnages et un regard sur des comédiens. Et c'est sûr que moi, en tout cas, mon regard, il est tellement, enfin voilà, je les aime tellement ces comédiens que je suis heureuse que ça se diffuse et que ça soit reçu par les gens qui voient le film. Ah, j'imagine. Et alors Ramzy Bedia qui joue un prof de français, finalement, c'est un peu le prolongement de son rôle dans Youssef Salem. Ouais, ouais, là je suis allée jusqu'à l'appeler Vincent. Ouais, voilà. Alors, vous accueillez quand même de nouvelles têtes dans votre film, notamment côté enfant, et j'aimerais qu'on s'arrête sur Patience Mouchenbach, qui est réellement brillante dans Mikado. Comment vous l'avez castée et comment s'est déroulé le travail avec elle? Alors bah, c'est grâce à effectivement c'est une comédienne professionnelle malgré son jeune âge, elle a déjà fait 2 films, Mm. Perdrix et Acide. Acide, ouais. Euh, et elle a un agent, et donc c'est la directrice de casting et la productrice d'ailleurs qui l'avait vue à Cannes qui m'ont proposé de la rencontrer. Au début, j'étais un petit peu, enfin, c'est toujours bien de rencontrer les gens, donc évidemment, moi je dis oui. Au début, je me disais, bon, elle va être un peu trop âgée parce qu'elle avait déjà 17 ans Oui, vous et que aviez moi, d'abord casté voilà, Théa, c'est ça? Le rôle de Théa. ouais, j'avais imaginé comme ça qu'il fallait qu'elle ait 13 ans, treize Mm. 14 ans, qu'elle ait un peu l'âge de l'effronté de Charlotte Gainsbourg quand elle a tourné l'effronté. Je me disais, voilà, c'est quand même compliqué de tricher autour de l'adolescence. Enfin, il y a quand même un moment très, très particulier et très gracieux et très disgracieux et très complexe
celui qu'on a tous connu, quoi, du passage de l'enfance à l'âge adulte, ce moment des 13-14 ans, quand on bouge, quand on change, et que j'aime beaucoup filmer chez les comédiens, parce que déjà, il y avait des comédiens de cet âge-là. Le jeune Youssef dans Ouais. Youssef Salem, il avait vraiment cet âge-là, il commençait tout juste à avoir de la moustache. Je trouvais ça beau, en fait, de filmer quelqu'un à ce moment-là. Et puis finalement, Patience est arrivée, ça a fait exploser toutes mes certitudes, et tout simplement parce que, comme vous dites, elle est brillante, elle a un talent extraordinaire, mais en même temps, ça s'impose pas comme de la performance, parce que j'aime pas trop, moi, les acteurs Mhm. performateurs. C'est tout en finesse. C'est une présence, quoi. Elle a juste. En plus, c'est un rôle observateur. Donc, on voit le monde un peu. On découvre et on a envie de manger, de découvrir le monde avec ses yeux, puisque c'est quand même une jeune fille qui découvre comment vivent les autres et qui les regarde beaucoup. Et le regard de Patience, la façon, la sincérité en fait avec laquelle elle fait les choses et la façon dont elle transmet les émotions, je trouve que c'est très 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 pur, très simple, très 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 beau, quoi, assez exceptionnel. Ben, on parle de cette adolescence, il y a vraiment une sorte aussi de fin de l'innocence qui se dégage du film. C'est appuyé, je trouve, par la temporalité du long métrage qui se déroule principalement en septembre à la fin de l'été. Comment vous avez travaillé du coup la lumière du film dans ce sens et aussi comment s'est passé le choix des décors? Parce que je trouve que tout ça fonctionne ensemble et je trouve le cadre vraiment beau. Bah, merci Mm. beaucoup. C'est vrai que c'est un film que j'ai pensé assez rapidement comme un film un peu intemporel. J'avais en tête des films américains des années 90, Un monde parfait, euh, À bout de course, Ouais. Jailbird Grape, donc des films qui étaient assez concentrés sur à la fois des grands décors à l'américaine, de paysages, de liberté, et à la fois cette idée de juste un décor, une maison, un van, donc quelque chose qui soit intemporel, dans lequel on a envie de se lever, parce que c'est une petite parenthèse enchantée aussi qu'ils vont vivre dans cette maison qui est un peu hors du monde. Donc on est allé à la recherche de ça et j'ai travaillé avec la décoratrice Aurette Leroy et le chef opérateur Romain Le Bonnec. C'était des premières collaborations et un flash artistique pour les deux. Et je dois dire j'adore ce qu'ils m'ont proposé. Et Romain, il a une façon de travailler la lumière, qui est assez fabuleuse. Et c'est aussi un grand cadreur et quelqu'un qui a été aussi chef éclairagiste et qui a aussi ce regard sur la lumière et qui aime, je crois comme moi, euh, sentir la vie, laisser les choses se faire, trouver ensemble, décider au dernier moment avec les comédiens, avec la lumière qu'on a Mm. là, comment on va se placer. Donc c'est quelqu'un de très intuitif et moi aussi. Et du coup là on a travaillé en grande liberté sur l'intuition de la vie qu'on essayait de créer sur le moment et je crois que ça se sent ça. Je trouve que c'est en fait une sorte d'anti-road movie. On a derrière l'impression qu'on va suivre les personnages sur la route et c'est finalement au détour d'un arrêt que tout va basculer pour eux. Est-ce que vous aviez conscience de jouer sur les codes du road movie comme ça? Oui, 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 c'est vrai que c'est une fuite qui tourne court et oui, on croit qu'on va vers un road movie et en fait, ça devient un van arrêté. Et c'est un huis clos à ciel ouvert aussi. Ouais, ça m'intéressait de faire un road movie arrêté et un espèce de huis clos dans la nature, dans la lumière. Après, voilà, on sait pas ce que ça va donner, hein. Mais oui, c'était l'idée Bon, de bah, jouer avec ces codes-là. en tout cas, on est assez surpris, d'autant plus que le film, il y a une tagline, je crois, qui est mise en avant où il y a écrit ou qui parle de road movie ou un truc comme ça, donc on est encore plus. Film de cavale, Voilà, c'est ça, un film de un cavale. film de cavale, Voilà, c'est ouais. ça, un film de cavale solaire, non, je crois que c'est un truc comme ça. Ouais. Et du coup, ouais, on est d'autant plus surpris quand on voit le film, mais dans le bon sens du terme. Donc ça, bah, on est toujours content au cinéma quand on est surpris, de toute façon. Ben, c'est gentil. Oui, non, de toute façon, il y a une cavale intérieure. C'est-à-dire, c'est quand même un personnage enfin, c'est quand même oui, le moteur, c'est de fuir quelque Ouais. chose. C'est la fuite.
Et c'est la cavale. mais une C'est fuite de fuir la réalité aussi. Voilà. Mais où les personnages sont finalement arrêtés. Donc c'est ça qui est assez paradoxal et drôle. Et alors pour rester dans l'enfance, le personnage de Félix Moati, il s'appelle Mikado. Alors j'ai pas ramené le célèbre jeu où j'ai pas fait la vanne des Mikado à manger. On l'a déjà fait beaucoup de fois. Mais il y a un peu de métaphore entre ce jeu d'adresse et cette famille aussi qui doit se déjouer de toutes les situations. J'imagine que c'est pas fait par hasard. Bah oui, c'est sûr, complètement. Et puis c'est vrai que j'avais envie, enfin, à un moment, il y a des choses qui s'imposent et voilà, ce personnage, au tout début, la première scène que j'ai écrite avec lui, il avait je sais pas, une petite patte de lapin qui touchait tout le temps pour avoir de la chance, pour éviter. Il parlait de Fuku, qui est un espèce de le mauvais esprit qui risque de vous amener des malheurs. Donc, il essayait d'échapper au mauvais esprit en se portant chance tout le temps. Et je sais pas, assez rapidement, j'ai cherché un objet quoi, qui pouvait le protéger. Et je sais pas pourquoi cet objet du Mikado est arrivé très vite, très très vite, parce qu'il s'appelait Michael, parce que j'avais envie qu'il se réinvente, qu'il ait un objet, peut-être qu'on puisse imaginer qu'il l'a de sa mère, ou de quelqu'un qu'il a aimé dans son enfance, enfin cet objet de l'enfance. Et le Mikado, je pense que des fois, il y a des choses qui passent par voilà, qu'on ne saisit pas, qu'on saisit après. Et c'est après, quand on relit, le temps passe, qu'on se dit, ah oui, le Mikado, c'est quand même un jeu de toutes ces baguettes qu'il faut séparer les unes des autres, mais les symboliques, elles s'imposent à vous et c'est assez beau. Et dans ces cas-là, j'aime pas le rejeter, je me dis, bon, c'est pas grave, on y va On et les l'accueille à gens le bras ouverts. ressentiront aussi, quoi. Ouais. Dans la première partie du film, il y a tout un mystère qui est mis en place. On commence directement dans l'action avec le personnage de Félix Moati, du coup, qui court dans un champ. Puis il y a ces très beaux plans sur le personnage de Nuage qu'on découvre caché derrière un arbre. Est-ce que c'était un challenge pour vous de nous faire entrer dans le film sans donner trop d'informations et en laissant planer une sorte de mystère? Ouais, c'était un peu un challenge parce que je n'avais jamais construit les films comme ça. Donc ouais, c'était un peu une tentative. Je retenais les chevaux, quoi. J'avais l'impression qu'il fallait qu'on les regarde et qu'on s'y attache physiquement, visuellement, et qu'on se pose plus de questions qu'on ait de réponses. Et petit à petit, j'ai retenu de plus en plus. C'est-à-dire que, en quelque sorte, on sait quand même très peu de choses même sur le passif de Mikado jusqu'à le dernier tiers du film. Et je trouvais ça intéressant parce que du coup, on a quand même un rapport avec lui, avec ses défauts, avec ses qualités. Et c'est un défi de se dire, voilà, il faut qu'on l'aime, alors qu'il est quand même colérique, tyrannique, paranoïaque, tout ça. Il faut quand même qu'on l'aime comme ça et qu'on se dise, mais qu'est-ce qu'il a tellement blessé et qu'on le sache pas tout de suite. Voilà. Et en plus, j'ai lu que vous avez écrit toute la vie des personnages de Laetitia et Mikado depuis leur enfance, et on ressent dans le film, parce que c'est fait de façon assez subtile, on n'a qu'une seule image du passé de Laetitia. Est-ce que vous aviez tourné donc plus de scènes de flashback, et c'est après que vous avez vu au montage qu'il fallait peut-être garder ce mystère, ou ça a été écrit comme ça? Alors oui, en fait, je les ai écrites pendant un temps. Il y avait carrément un premier, comme si ça avait été un livre et un faux biopic, parce que moi, souvent, j'aime bien faire des faux biopics. Ouais. Finalement, Youssef Salem, c'est un faux biopic. Hein. Et Mikado, j'avais écrit un livre 1 qui était toute son enfance et dans laquelle Laetitia rentrait assez rapidement puisqu'il l'a rencontrée à l'adolescence. Et donc, il y avait tout ça que j'avais écrit avec Olivier Adam. Et puis, il y avait en quelque sorte le livre 2 qui était le film tel qu'il est sorti, tel qu'il est là. Et puis, quand finalement j'ai pu faire le film, il ne restait plus que quelques flashbacks et je n'aimais pas cette idée de flashback, je n'aimais pas l'idée de revenir en arrière, d'avoir que quelques éléments. Soit on avait vraiment toute sa vie de A à Z, j'aimais ça. L'idée des flashbacks juste pour... Parce que finalement, je l'avais écrit parce qu'on me disait, ce personnage est un peu antipathique. Ouais. Et je disais, ouais, mais il a vécu tout ça. Et finalement, j'ai écrit tout ce qu'il a vécu, tout le monde s'est mis à l'aimer.
Et n'en est resté que quelques flashbacks. Et je me suis dit non, pourquoi des flashbacks ça va être explicatif et on va pas avoir le temps de s'immerger. Donc moi, j'ai voulu couper tous les flashbacks. On a eu une discussion avec mes producteurs, avec les financiers qui m'ont dit mais garde-en quelques-uns si jamais, on sait jamais. Et donc j'en ai tourné quelques-uns, très peu. Mais j'ai quand même tourné avec deux petites filles et un hamster. Ok. Et c'est pas dans le film. Et c'est pas dans le film. C'est triste parce que les petites sœurs, j'avais écrit aussi des scènes que j'ai jamais tournées ou qui se passaient à l'adolescence où ils se revoyaient de temps en temps. On sent pas ils revoyaient ce ses manque sœurs. du coup. Moi je trouve que c'est ça qui fait la subtilité qu'il y a aussi dans votre film. C'est un petit peu la recette manque. magique là. Voilà, ouais, c'est ça. Ouais. Et Et- c'est vrai qu'au montage, tout d'un coup, c'était pas possible, quoi. C'est-à-dire que il crée vraiment un effet d'exception, Ouais. le flashback de Laetitia, parce que, c'est Il a comme plus une Madeleine, d'impact. quoi. C'est comme si Ouais. elle tombait avec le piano dans un souvenir et qu'elle ne pouvait pas éviter voilà, d'être aspirée par ce souvenir. Ouais, Mais c'est pas vraiment un flashback, voilà. ouais, effectivement. Et du coup, ça a beaucoup plus d'impact sur le moment. Et je me posais la même question aussi sur le montage, puisque le film, il passe d'un point de vue à l'autre aussi. On a l'impression au début d'être vraiment du côté de Mikado, puis le récit bascule Ouais. sur le point de vue de la famille de Vincent, puis un peu celui de Laetitia, puis ensuite celui de Nuage, avant de revenir vers Mikado. Pourquoi vous avez fait ce choix et comment vous avez géré tout ça, du coup, au montage? Bah ça, c'était franchement super difficile. C'était le plus dur. Je savais que voilà que c'était quand même un enjeu du film, quoi. Que je voulais quand même mettre en perspective euh, ce désir de réparation des parents face au désir de liberté, désir de réparation, de protection des parents, et en face le désir de liberté de Nuage et des enfants. Et il fallait que ça soit ça, donc ça voulait dire plusieurs points de vue. Il y avait aussi la normalité et la marge, le point de vue de Vincent Ouais. sur cette famille et le point de vue de cette famille sur cette famille normale, cette famille qui a toujours été à la marge et qui se sent jugée par, par, euh, par la société en fait. Donc c'était quand même c'était quand même ça le but du sujet. Après, c'est vrai que le changement de point de vue, c'est compliqué. Je pensais à, voilà, il y a des cinéastes qui sont, je pense à Asghar Farhadi qui fait ça tellement bien, quoi. Quand on veut faire un film social pour raconter comment on se place dans la société, c'est toujours fort de passer d'un lieu à l'autre, d'un personnage à l'autre et de tout d'un coup découvrir le point de vue de quelqu'un. Mais c'était difficile et ça s'est fait petit à petit au scénario et au montage aussi. On l'a senti, on a essayé de faire passer ces basculements de façon presque invisible, mais il fallait les assumer. Et bah, Et c'est vrai que cool c'est un aussi film d'avoir qui votre passe avis de là-dessus. Mikado à Nuage, un peu comme Ouais. ça, comme un relais. Ouais, bah oui, mais finalement, ça va avec ce que vous voulez dire sur votre film, la première génération avec la seconde. Donc, il y a une certaine logique, je pense, c'est ça qui fait que ça passe très bien aussi. Bah, c'est cool, ouais. Ça, ouais. Oui, c'est vrai, ça a un sens dans le film. C'est vrai. Est-ce que vous travaillez déjà sur un nouveau projet, du coup, puisque la dernière fois, donc, vous étiez déjà en train de finaliser Mikado, là, il y en a encore un autre qui arrive? Ouais, il y en a un autre qui est en train d'être finalisé aussi. Alors, il est peut-être pas encore tout à fait prêt, mais il est. Voilà, on finit le dialoguer là. C'est une adaptation de Rose Royale, une nouvelle noire de Nicolas Mathieu. Ok. Et ça sera avec Ramzy. Et, Surprise. et une comédienne que j'espère qui n'a pas encore dit oui. Donc Ok. voilà, pour l'instant, je peux rien dire. Et un petit mot, tant qu'on y est sur le mélange des genres qui est sorti aujourd'hui et que vous avez coécrit. Comment Oui. ça s'est passé? J'en ressors tout juste. Moi, j'ai adoré, comme d'habitude. Génial, trop bien. Ouais, toujours très drôle. Et puis, c'est assez fort puisque vous marchez sur des œufs quand même avec cette thématique-là. Et ça va, on n'est pas dans un discours qui irait dans le contraire de ce qu'il veut raconter le film au final. Donc, je trouve ça assez cool. J'espère, je suis contente de votre ressenti parce que c'est vachement important, c'était vachement important. C'est vrai qu'on a eu on a vécu ça avec,
on a traité des sujets comme l'école publique privée, les juifs, les arabes, l'identité, j'en sais rien, la religion. Enfin voilà, Michel, il aime bien aller mettre le doigt dans des trucs compliqués où on sait que potentiellement on joue, enfin, c'est pas qu'on joue avec le feu, mais c'est des sujets qui nous tiennent à cœur. Et on sait que beaucoup de conneries sont dites. On sait tout le monde est très énervé avec ces questions-là. Et on n'a pas envie ouais, on a envie de dire des belles choses. On a envie de créer du dialogue. On a envie d'avoir un truc réconciliateur. On a envie que les gens qui sont énervés arrivent à écouter les autres. Enfin, on part avec cette envie-là. Et en plus, en général, on écrit ensemble en n'étant pas forcément d'accord sur tout. Et en se disputant beaucoup, donc ça fait plaisir quand on a des retours comme ça. Alors je sais pas si vous vous en rappeliez, mais on termine toujours donc par la même question dans The Cinema Show. Cette question, c'est la suivante: c'est quoi le dernier film au cinéma ou même à la maison qui vous a marqué? Je me rappelle qu'à l'époque vous m'aviez dit, donc vous m'en aviez donné deux, Petit Enfant je crois et Falcon Lake. Puisque c'était il y a Petite Nature, pardon. Ouais, c'est ça, c'est ça. C'était les derniers au cinéma. Alors là, est-ce que vous en avez vu d'autres depuis? Bon, j'imagine, mais dernièrement. Ouais, c'est une super question parce que j'ai pas. En fait, ça a été tellement chargé que j'ai pas vu beaucoup de films au cinéma. Ah ouais, j'imagine. Et ça, c'est dur. Enfin, je déteste ça quand je vais plus au cinéma. C'est un vrai manque. Alors, je vais vous répondre. Une fois n'est pas coutume. Je vais vous répondre déjà une série parce que c'est vraiment le choc des derniers mois. C'est La Messias. Ok, je crois qu'il y a quelqu'un qui me l'a dit il y a pas longtemps, donc il va falloir vraiment que je la rattrape. Ouais. Oui, parce que franchement c'est une série, mais c'est comme un long film. Et je trouve que c'est d'une beauté. Enfin, vraiment, c'est la dernière création dont j'ai été j'ai été bouleversée, j'ai été jalouse, j'ai eu l'impression que c'était très proche de moi tout en étant incroyable. J'étais épatée par chaque plan, par le casting, j'ai envie de parler de ça, La Messias, vraiment. Et vous me direz ce que vous en avez pensé. Ouais. Et donc c'est une série que vous auriez voulu faire, du coup j'imagine, comme vous dites, jalouse, entre guillemets. Complètement, j'aurais voulu le faire et en plus c'était même troublant parce qu'il y a des éléments. Ça m'a rappelé un autre film que j'aime énormément, même si il y a des points communs, mais il y a aussi des points pas du tout communs. Mais c'est Mysterious Skin de Greg Araki. Et en fait, il y a des petits points communs. Et il y avait des points communs avec une histoire que j'essayais de raconter. Voilà, des éléments très proches. Parce que c'est quand même l'histoire d'une secte familiale, entre guillemets. Et je travaillais sur un projet il y a quelques années qui parlait aussi de l'enfance isolée et où il y avait vraiment des points communs avec La Messias. Et donc c'est comme si ces réalisateurs avaient réussi à faire ce que je rêvais de faire, mais de façon très peu aboutie. Et eux, ils l'ont porté à l'écran et ils l'ont fait de façon magnifique. Bon. Parce que ces deux réalisateurs, les Ravière, je crois. Je les ai découverts avec ça et je vais regarder tout ce qu'ils ont fait. Bon moi je vais m'y mettre du coup. Oui, là ça fait trop de personnes qui me la recommandent, donc je suis obligé. Vous me direz. Je vous dirai. Merci pour ce conseil en tout cas. Et moi je peux que vous conseiller chaudement le visionnage de votre nouveau film Baya Kasmi, Mikado. Et merci encore Baya d'avoir accepté cet entretien. C'est toujours très très cool et très plaisant de parler cinéma avec vous. Merci, c'est toujours très agréable de parler avec vous aussi. J'espère que vous me rappellerez pour le prochain. Ah ça c'est sûr, je vois pas pourquoi on vous rappellerait pas. Ça marche alors. Allez, on prend rendez-vous. Merci, salut. Merci beaucoup, à bientôt. Ciao. Can she be late for her cinema?